Bonjour tout le monde. Quand Jean-Luc m'a proposé de participer à ce sujet-là, j'étais motivée parce que le sujet en lui-même, il m'intéresse à titre personnel. Donc, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui s'inscrit plutôt dans un cadre d'une quête personnelle. Je m'intéresse à la place de la femme, parce que je suis une femme et je m'interroge sur ma place dans cette société. Qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois partager? Qu'est-ce que je dois comprendre? Et c'est dans cet esprit-là donc que je m'intéresse à ce sujet. Tout ce que je vais partager avec vous et du coup donc ne sont pas des affirmations, mais ce sont des recherches que je trouve sur mon chemin, et puis j'aimerais partager pour évoquer justement le débat. Le plus important, ce n'est pas de proposer une voie et de demander les gens de se faire suivre, mais que chacun d'entre nous ait sa propre voie. Donc dans cet esprit-là, jusqu'à hier en fait, je me demandais quel était le point de départ pour parler des féminismes dans le monde arabe et musulman, puisque je viens de l'Algérie. Et je me suis dit, il faut que je précise un cadre, il faut que je recadre le sujet. Et une idée m'est apparue comme ça, dernière minute, j'allais dire, et me suis dit, tiens, le premier critère en Occident pour qualifier une femme libérée ou pas, on regarde le voile, le dévoilement du corps. C'est le premier critère de toute façon qui nous permet de, quelque part, dire une femme émancipée ou pas. Et je me suis dit donc, allez, pourquoi pas, je vais creuser ce point-là et on va voir où ça va nous mener. D'abord, je parle dans un contexte, donc, puisque je parle du monde musulman et arabe, donc je vais commencer par la religion, ensuite le courant nationaliste. Donc il y a deux points importants que je dois zoomer sur ces deux points-là. D'abord, pour l'islam, donc l'époque où on a eu cette révélation, dès le départ, les femmes ont commencé à se questionner et à protester à propos de leur place dans la société musulmane. Donc ça, c'est une contestation dès le départ, dès l'arrivée de l'islam, et dans l'histoire musulmane, il y a eu beaucoup de femmes, même si elles ne sont pas très connues, mais comme Maïmouna en Andalousie, comme Rab'a al-Adawiya, une grande femme spirituelle aussi, qui était suivie par pas mal de disciples. Donc il y a plein de personnalités, on n'en parle pas beaucoup, mais il est vrai qu'à cette époque-là, c'était des tentatives personnelles. On n'est pas arrivé encore à constituer un mouvement féministe. Le mouvement féministe a commencé réellement donc, dans le 19e siècle. Il a commencé à s'organiser en tant que mouvement dans le 19e siècle. Puis dans les années 70, donc, on a un discours cherchant à promouvoir une modernité islamique, incluant un certain nombre de revendications à caractère féministe. Et ensuite, on a un passage d'un discours féminin de défense de l'islam à un discours féministe. Donc, au départ, c'était vraiment la défense de la place de la femme dans l'islam. Ensuite, on passe à un discours féministe à l'intérieur de l'islam. Et ensuite, dans les années 90, donc là, on passe à un mouvement transnational où on est vraiment dans un courant de féministes islamiques qui cherchent des textes du Coran pour prouver la place de la femme. Donc ça, c'est pour donner des exemples.
C'est vraiment un mouvement transnational. Hein. Donc, on a Zeina Anwar, fondatrice malaisienne, fondatrice d'un mouvement qui s'appelle Sisters in Islam. On a depuis les années 2000 aussi le féminisme islamique est entré dans une seconde phase d'un côté, cependant sur l'esprit du Coran. Il y a donc dans cet esprit-là Amina Wadud, une afro-américaine. Donc cette afro-américaine qui a converti à l'islam a déjà mené une prière à la mosquée. C'est une première. Hein. Jusque-là, il n'y en avait pas encore une femme imam. C'est la première qui a fait ça. Bon, la première après l'épouse du prophète Mahomet, parce qu'elle a déjà aussi fait un discours à la mosquée pour les hommes. Celle-là qui est connue, donc Amina Wadud, une américaine, afro-américaine, qui a fait cette tentative. Il y a aussi Harakat Moussawa, le mouvement égalité. Ça, c'est aussi qui a été initié d'ailleurs en Espagne, hein, par des femmes musulmanes en Espagne, à Barcelone. Il y a aussi au Maroc, Asma al-Marad, qui est une féministe islamique pareil, donc qui creuse, qui trouve toutes les justificatifs, j'allais dire, de la position de la femme dans l'islam. Et puis en Turquie, n'oublions pas la Turquie, c'est Hidayat Tuksal. Hidayat Tuksal, donc elle fait des recherches plutôt où elle s'est consacrée sur les hadiths, c'est-à-dire tout ce qui est discours du prophète. Et donc, il y a beaucoup de discours qui sont dits hadiths, donc discours du prophète, alors qu'ils ne le sont pas. Et donc, elle essaye de, j'allais dire, purifier en fait tous ces discours anti-femmes dans l'islam. Et puis en Indonésie aussi, il y a le mouvement des théologiennes qui sont issues des familles des ulémas, c'est-à-dire les sages. Donc ça, c'est juste pour vous donner une image, une cartographie, j'allais dire, sur ce qui se fait déjà en ce moment et depuis un certain temps dans le monde musulman, que les femmes, elles cherchent à trouver leur voie déjà dans leur contexte. Maintenant, je reviens au mouvement nationaliste, et ça, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, parce que ce mouvement nationaliste, les féministes nationalistes, est déjà très marqué en Algérie, d'où je viens. Donc, Assia Djbal, qui nous a quittés hier, malheureusement, une écrivaine algérienne académicienne, nous a quittés hier à l'âge de 78 ans. Et c'est une féministe donc, qui a défendu les femmes, et elle a écrit ceci. J'écris comme tant d'autres femmes écrivains algériennes avec un sentiment d'urgence contre la régression et la misogynie. Je me présente à vous comme écrivain. Un point, c'est tout. Je n'ai pas besoin, je suppose, de dire femme écrivain. Quelle importance! Dans certains pays, on dit écrivaine. Et en langue française, c'est étrange. Veine se perçoit davantage au féminin qu'au masculin. Donc, à partir de ces propos-là, j'ai réalisé la première fois que ce que c'était l'action libératrice. L'action libératrice, c'est d'abord un sentiment intérieur et urgent. Je ne peux pas me libérer sans avoir ce sentiment intérieur qui vient de moi et qui soit urgent. Être féministe, c'est donc avant tout un besoin personnel et non une commande extérieure, une réalisation de soi. Une fois cela est posé, je m'interroge s'il était question donc de féminisme ou tout simplement humanisme. Une réalisation de soi. Il est nécessaire donc de comprendre que la condition de la femme est liée à la condition de la citoyenneté. La liberté de la femme ne peut se réaliser que lorsqu'elle est reconnue au sein d'une société en tant que sujet de droit. Autrement dit,
reconnaître l'égalité absolue des droits, sans marchandage aucun. Mais comme l'homme n'a pas acquis son droit à part entière à la citoyenneté, donc il garde son droit sur la femme. Son pouvoir perdu sur le territoire de ses semblables, masculins, il essaye donc de le compenser sur le territoire de l'autre, le féminin. Il se trouve donc que la femme, son corps, en temps de guerre, parce que Esquelbar avait commencé à écrire pendant la guerre de libération. Son premier livre d'ailleurs, c'est en 57, je crois. En temps de guerre, donc, devient un champ de bataille. Pourquoi je parle de guerre? Parce que de toute façon, c'est ce que nous vivons dans certains coins du monde. Je cite donc le paragraphe suivant pour que vous compreniez pourquoi je parle que le corps de la femme devient un champ de bataille. Si nous voulons frapper la société algérienne dans sa contexture, dans ses facultés de résistance, il nous faut d'abord conquérir les femmes. Il faut que nous allions les chercher derrière le voile, où elles se dissimulent, et dans les maisons où l'homme les cache. La situation de la femme sera alors prise comme thème d'action de l'administration à l'époque coloniale, qui est définie dans cette doctrine politique. C'est un extrait de l'an 5 de la Révolution algérienne de France Fanon. Donc déjà, on revient à l'origine de cette bataille. Donc, juste pour vous expliquer le contexte de ce petit paragraphe, donc à Alger, le 16 mai 58, sur la place du Forum, quelques dizaines d'Algériennes retirent leur voile, donc c'était à l'époque un drap blanc qui couvrait la femme. Donc ces femmes retirent leur voile durant une cérémonie orchestrée par les femmes des généraux Massu et Sanon, qui avaient fondé 3 jours plus tôt le mouvement de solidarité féminine. Cette bataille, donc... C'est mai 58, c'est... Oui, 58. Ça, oui, exactement. Donc cette bataille vise surtout à médiatiser le caractère libérateur et modernisateur de la présence colonialiste en Algérie. Un film de propagande, d'ailleurs, a été réalisé en 1960, à cette occasion, pour le public anglo-saxon, qui s'appelle « La bataille du voile ». D'où, d'ailleurs, donc depuis, on parle de la bataille du voile. Donc c'est quelque chose, bien sûr, à l'époque, qui a été dénoncé par les nationalistes. Ici donc, on peut s'interroger sur cette solidarité féminine qui, sous prétexte de libérer ces femmes victimes, on les rend une nouvelle fois victimes. C'est-à-dire, c'est quelque part où le prétexte de femmes qui seraient forcées, manipulées, influencées, ou tout simplement, si elles le portaient par choix personnel, qu'elles seraient engagées dans une voie mauvaise, ou mauvaise foi. Bref, elles sont victimes. Et le discours de victime, quand on vient libérer quelqu'un en lui disant que tu es victime, c'est-à-dire on est en train de lui dire que tu es mineur et je viens te libérer. Et quand on rend quelqu'un mineur, il ne peut pas être libre, parce qu'on a vu au départ que la liberté est d'abord un sentiment intérieur urgent. Il doit démarrer de la personne. On ne peut pas venir vers la personne, ça serait même d'ailleurs contradictoire, en disant « je te libère parce que tu es mineur ». Mais le fait qu'il soit mineur, il ne peut pas être libre. Il n'est pas à la même hauteur que moi. Il ne peut pas être aussi libre que je le suis, parce que c'est moi qui le libère. Donc la première condition de la liberté, c'est que la personne elle-même, elle le décide. Alors, l'autre question donc, pourquoi le corps de la femme devient un territoire? Pourquoi? Eh bien, parce que le corps des femmes devient un territoire parce qu'à libérer et à prendre qu'à n'importe
il ne leur appartient plus, à partir d'un moment qu'il ne leur appartient plus, il devient le théâtre des hostilités. Qu'il s'agisse des femmes, d'ailleurs, je cite maintenant, pour faire le lien, qu'il s'agisse des femmes afghanes, prisonnières, de leur burqa, ou de la pratique des viols systématiques en ex-Yougoslavie. Donc le corps de la femme devient à chaque fois, dans tous les contextes de guerre, il devient la scène de la guerre. Donc la problématique, elle reste la même, et je reviens aussi maintenant, donc, ce qu'on appelle maintenant, ce qui est appliqué par Daesh et l'État islamique en Syrie, c'est le Jihad al-Nikah qui est appliqué aux femmes. Donc c'est un viol, en fait c'est une série de viols qui est appliqué aux femmes. Donc à chaque fois qu'il y a une déstabilisation, à chaque fois qu'il y a une guerre, le corps de la femme devient la première proie de cette guerre. Pour continuer, donc le corps il devient un enjeu stratégique, et dans cet enjeu stratégique, donc il y a forcément les deux parties, les deux camps. Donc le colonisateur qui vient dire, par exemple, je te libère, il dit à la femme je te libère de ses traditions, et le nationaliste qui vient dire je te colonise pour que tu ne sois pas colonisé par l'autre. Donc elle est toujours le terrain de colonisateur, d'un côté ou d'un autre. Ce sont donc des contraintes à prendre en conscience dans le jeu de domination. Maintenant que j'ai dressé le paysage que l'on vive, j'allais dire, et après. Et après, cette femme qui soit toujours le butin de guerre ou de tout le monde, comment on arrive vraiment à cette liberté, à la vraie liberté que l'on cherche. Donc la question, en réalité, c'est comment en finir avec la guerre des sexes. Parce que de toute façon, il y a un problème entre un homme soumis face à un homme plus fort que lui, et que tout ne sera pas sur la femme. Donc, il faut sortir de ce cercle vicieux. Est-ce qu'il s'agit réellement d'un combat entre hommes et femmes, ou entre ignorance? Alors, pourquoi cette question? Parce que, pourquoi il faut en finir? Je cite Martin Luther King quand il dit « Soit nous vivons tous ensemble comme des frères et sœurs, soit nous mourrons tous comme des idiots. » Donc, à partir de là, il va falloir trouver une nouvelle voie. Donc là, je fais un retour plutôt, je sors de l'histoire contemporaine pour aller à l'histoire des civilisations. Il se trouve qu'au départ, il y avait une civilisation matriarcale. Et à cette époque-là, donc l'homme, qui n'était pas conscient de son pouvoir à participer pour donner la vie, qui était impressionné par le pouvoir de la femme à cette époque-là représentait l'effort de la puissance de la divinité. À cette époque-là, d'ailleurs, les divinités étaient des déesses, étaient féminines. À cette époque-là, l'homme était au service de la femme. Et la rencontre entre l'homme et la femme, c'était une fête de divinité. Il était peu conscient de son rôle pour donner une vie. Il était du coup, entre guillemets, l'esclave de la femme. C'était avant l'islam, ça. Je suis à 300 000 ans. Je suis 300 000 ans. Je suis avant toutes les religions. Je suis avant toutes les religions. Avant l'Antiquité. Exactement. Et donc, à cette époque-là aussi, la sexualité de la femme était complètement libérée. La rencontre, donc, comme je dis, était une fête de divinité. Les enfants étaient portés le nom de la mère.
et l'homme était au service de tous. À cette époque-là, sur un niveau énergétique, on dit qu'il y avait un lien sexe-tête. Il y avait une rencontre et un pouvoir. Au moment où l'homme devient sédentaire, il découvre l'agriculture, il s'approprie la terre et il s'approprie le ventre de la femme. Il lui dit, je m'approprie ton ventre comme la terre, et en contrepartie, donc, je t'offre la sécurité. À cette époque-là, à ce moment donc, au passage du matriarcat au patriarcat, l'homme devient donc le maître de la femme, on peut parfois même dire son tyran. Et donc c'est à ce moment-là, avec le patriarcat, que la famille est construite. C'est là où on a donc un père, une mère et des enfants. La famille, elle commence avec le patriarcat. Donc on peut dire qu'au départ, la rencontre dans le matriarcat était seulement pour avoir cette progéniture, mais avec le patriarcat, l'homme a installé le cœur. Un cœur crucifié, mais un cœur humain. Donc c'est avec le patriarcat qu'on a ce lien. Ce qu'il faut souligner ici, c'est que le jeu de rôle est inversé. Dans le matriarcat, la femme était le dominant et l'homme était le dominé. Et dans le patriarcat, l'homme prend sa revanche, se révolte contre la femme, il devient lui-même son dominant et elle devient le dominé. Pour sortir, en réalité, pour sortir de ce schéma-là, il faut sortir de la relation dominant-dominé. Donc comment on peut arriver à une troisième humanité, une troisième civilisation, où on a une relation d'égal à égal. Je parle d'égalité des droits. C'est-à-dire sur un niveau énergétique, un lien, sexe, cœur, tête. Donc la rencontre là où elle commence à changer, où on passe pour une rencontre d'abord où le sentiment a une place. Alors qu'au départ, le couple dans le patriarcat était une affaire d'associés. C'est quelque chose qui permet la stabilité, qui permet de créer la société. Au final, je conclue avec ça et je dis, au final, donc j'avais donné un titre, mais je ne voulais pas l'annoncer au départ à cette présentation. Ne me libère pas, je m'en charge. Ne me libère pas, je m'en charge contre moi-même, avec moi-même, de moi-même. Je me libère de mes propres conditionnements, des conditionnements des autres. Je me libère de ton regard humiliant quand tu as la peine pour moi. Je me libère de ton regard qui me tue quand tu as peur de moi. Je me libère de ma peur de perdre mon pouvoir et je me libère de ma soif de pouvoir. Voilà. Très belle conclusion provisoire, non? La partie, parce que ça fait vraiment la transition avec le Tao. C'est très bien. J'avais prévu de commencer à parler du yin et du yang dans le Tao. Penser justement ce partenariat équilibré entre le masculin et le féminin. Alors au-delà de l'homme et de la femme, évidemment, parce qu'il y a du yin dans le yang, du yang dans le yin. Je rappelle rapidement, mais je pense qu'ici dans ce café Tao, ceux qui le fréquentent connaissent ça par cœur, je viens de le rappeler, que dans la pensée chinoise en général, pas que dans le taoïsme, aussi dans le confucianisme, vous avez le Tao, qui est l'énergie cosmique première. Les missionnaires jésuites ont identifié le Tao à Dieu, qui est un peu une erreur, et en même temps une erreur intelligente, parce que c'est vrai que c'est un concept du divin, à mon avis, très intéressant, impersonnel, qui n'y a pas le pouvoir, justement, puisque là, il y a le féminin et le masculin ensemble, parce que le yin et le yang composent tous les deux le Tao, sont des énergies complémentaires, une polarité, comme le plus et le moins d'électricité. Le yin c'est le vide, le yang c'est le plein, le yin c'est le froid, le yang c'est le chaud, le yin c'est l'humide, le yang c'est le sec, le yin c'est l'obscur, le yang c'est la lumière,
Le yin, c'est le féminin, la femelle, le féminin, la femme. Le yang, c'est le mâle, le masculin, l'homme. Le yin, c'est la poésie, le yang, c'est la science. Le yin, c'est l'intégration, le yang, c'est la conquête, etc. Voilà. Et on pourrait multiplier à l'infini cette dualité entre le yin et le yang. Mais très important, il y a toujours du yin dans le yang, du yang dans le yin. On représente d'ailleurs le yin-yang, le Tao, par une sphère, avec deux gouttes d'eau qui s'interpénètrent, un peu comme les balles de tennis. Et vous avez un point de bleu dans le rouge et un point de rouge dans le bleu. En général, on représente ça en Asie, en rouge et en bleu. Et non pas en blanc et en noir, c'est une erreur, parce que c'est pas le mal et le bien n'ont rien à voir avec ça. La pensée chinoise, voilà, n'est pas une pensée manichéenne. La pensée chinoise, c'est une pensée de l'équilibre. La maladie, le mal, c'est la maladie vient d'un déséquilibre entre le yin et le yang. S'il y a trop de yin, par exemple dans un corps humain, la médecine chinoise adapte le yin-yang, le Tao à la médecine. La médecine chinoise dit que si vous avez trop de yin, vous allez être plutôt anémique, vous n'avez pas d'énergie. Voilà. Vous allez être quelqu'un qui a besoin de rééquilibrer ses énergies en prenant des produits yang, comme le ginseng, le thé, certaines substances, certains aliments qui vont être dits masculins, du feu, des aliments, du feu, du piment, etc., du gingembre, qui vont animer votre corps qui est un peu trop yin. Si vous êtes trop yang, c'est-à-dire que vous êtes un peu trop nerveux, que vous avez de l'hypertension, etc., il faudra au contraire prendre des tisanes, des choses qui radoucissent, et voilà. C'est le principe de base du yin et du yang qu'on peut appliquer à la société humaine et à la relation homme-femme. Donc finalement, pour les sages taoïstes, aujourd'hui, parce que le taoïsme le néo-taoïsme est une religion en plein boom, y compris en Chine, où il est enfin à nouveau toléré, puisqu'il a été très persécuté, il n'y a pas si longtemps encore. Le mouvement néo-taoïste Falun Gong avait été massacré, enfin beaucoup de ses membres ont été massacrés par la Chine communiste. J'avais même participé à une manifestation au Trocadéro pour soutenir cette soi-disant secte, juste un mouvement du néo-taoïsme, qui a été taxé de secte par le gouvernement chinois communiste. Maintenant, bon, il y a beaucoup d'intellectuels qui ont soutenu. Il y a même chaque année une réunion taoïste présidée par une femme, la grande prêtresse, la papesse, si on peut dire, du taoïsme. C'est une femme, une chinoise, j'ai oublié son nom, dans le centre de la Chine. Chaque année, il y a la grande invocation, une sorte de méditation pour la nature, pour la terre, pour l'équilibre des forces. Et d'après un sage taoïste anonyme, parce que les taoïstes sont très humbles, ils n'aiment pas dire leur nom, ils sont anonymes en général. Et le problème du monde actuel, c'est un déséquilibre. Il y a beaucoup trop de yang et pas assez de yin. Il y a beaucoup trop de valeurs masculines, de conquête, de fierté, de destruction, de pollution, de surconsommation, de croissance, et pas assez de valeurs de yin, au contraire, de douceur, de tendresse. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Donc, bien entendu, les femmes, d'une certaine manière, sont plus dans la tendresse, et peut-être les hommes plus dans la conquête, surtout dans la préhistoire, mais ça a tellement changé depuis. Il y a des hommes plus yin et des femmes plus yang, évidemment. J'avais le commentaire d'un participant du Café Tao qui me disait « Mais oui, mais finalement, la femme, la douceur, etc., l'homme, la violence, c'est un peu des clichés, parce que pas tous ceux dont je voulais parler, ni toi d'ailleurs. Mais il y a des femmes très yang et des hommes très yin, très bien, oui, effectivement. Mais tout simplement, il faut équilibrer les choses. Qu'importe que l'homme soit plus ou moins yin ou plus yang, en général, la femme est quand même plutôt yin, puisque sa vocation, c'est quand même de mettre au monde des enfants, c'est comme l'ordre. En tout cas, je crois que ce serait une erreur de la part des féministes de vouloir abolir ça. C'était le cas d'ailleurs de l'épouse, enfin l'épouse, elle s'est jamais mariée avec ça, mais de Simone de Beauvoir, voilà, qui disait qu'avoir un enfant, elle a refusé d'avoir des enfants en disant que c'est une soumission à la nature, ce que je trouve ridicule. D'ailleurs, Sartre a dit, elle voulait épouser Sartre, Sartre a dit, moi je t'épouse que si tu acceptes d'avoir des enfants, sinon ça sert à rien de se marier. Et elle n'a pas tout à fait tort. Bon, on peut se marier sans avoir d'enfants, certes, mais c'est quand même le but naturel du mariage, il me semble. Voilà, donc Sartre là avait raison, elle avait tort sur d'autres plans. Puisqu'il n'est pas très fidèle d'ailleurs, elle non plus d'ailleurs, c'est bon, c'est un peu spécial. J'avais dit que je ne parlais pas trop d'Occident, mais là j'ai fait un petit passage par l'Occident. Voilà, mais maintenant je passe au bouddhisme, parce que je ne veux pas être trop long, on va revenir dans le débat, il ne faut pas être trop long. Je passe au bouddhisme, où là aussi la femme a un rôle important, parce qu'il faut savoir que le Bouddha historique, le Siddhartha Gautama, a eu beaucoup de compassion pour les femmes, qui étaient quand même très
peut-être pas toujours maltraité, mais en tout cas inférieur, enfin considéré comme inférieur à l'homme, hein, dans la pensée indienne, toujours aujourd'hui d'ailleurs dans l'hindouisme, le sort des femmes en Inde, on en parle souvent, c'est terrible, hein, les femmes qui sont violées, le problème de la dot, on préfère avoir un garçon qu'une fille, donc on a tendance à commettre parfois encore des infanticides dans certaines campagnes reculées de l'Inde, c'est interdit par la loi bien sûr, mais ça existe encore malheureusement, où les femmes sont très soumises hein, en Inde. Bon. Donc il faut, voilà, oui. Donc, mais le Bouddha a voulu émanciper les femmes, en disant que c'était injuste, il a voulu abolir le système des castes et la misogynie de la pensée dominante. Et donc il a créé des monastères de femmes, de nonnes. Et chez les bouddhistes, alors bien sûr ça reste toujours quand même un peu patriarcal, si vous prenez le Tibet, bon, le Dalai Lama il est embêté en ce moment justement parce qu'il n'était pas assez féministe, il cherche un successeur, mais il cherche forcément un homme paraît-il, hein, dans le bouddhisme tibétain, on pense que ça doit être un homme. Or il y a des bouddhistes plus modernes, si je puis dire, qui se disent pourquoi pas chercher une femme. Peut-être qu'il y a déjà une femme qui est le nouveau Bouddha, mais il reconnaît qu'il ne trouve pas le Dalai Lama, et je pense qu'il se trompe, tout le respect, avec le respect pour lui, hein, c'est un grand homme, hein, qui a fait beaucoup pour les droits de l'homme, etc., sa cause est tout à fait juste, mais effectivement, là où peut-être Mao Tse-tung, qui a été le méchant de service, parce qu'il est un sacré, là où il n'avait peut-être pas tout à fait tort, tout n'est pas toujours blanc et noir, hein, tout n'est pas toujours absolument le bien parfait contre le mal absolu. Là où Mao a peut-être pas tout à fait tort, c'est qu'il a reproché justement à ces religions un peu archaïques, un peu anciennes, d'être misogynes. Parce que lui a beaucoup joué la carte des femmes, il a beaucoup soutenu. Il aimait les femmes, hein. Enfin il a eu beaucoup de maîtresses, il n'a pas toujours été très charitable avec ses maîtresses d'ailleurs, c'est même pas un saint, c'est pas exagéré. Mais bon, il a quand même le seul bénéfice de cette révolution chinoise, si je puis dire, c'était pour les femmes. Voilà, on va me le dire, le droit au divorce, etc. C'était quand même une émancipation pour la femme chinoise. Et puis on profite bien, elle est vraiment très épanouie de plus en plus. Et le rang de femmes milliardaires aujourd'hui, de femmes chinoises, c'est des femmes qui réussissent bien, qui souvent, comme souvent dans les pays où les femmes sont soumises, les femmes réussissent mieux. Elles compensent par l'intelligence, la culture, la volonté bien sûr aussi. C'est pareil je pense dans le Maghreb, hein, les femmes sont souvent plus brillantes que les hommes, elles réussissent plus dans leurs études en tout cas, ça ce sont des faits, hein. Ils sont têtus comme les Lénines, et en Chine c'est pareil, les femmes réussissent souvent mieux, en France aussi, il faut le dire. Oui, est-ce qu'on est soumis sur ces dates? Disons, c'est moins flagrant peut-être en France, parce que ça fait depuis assez longtemps qu'elles ont quand même sur le papier les mêmes droits que les hommes. C'est pas toujours respecté, hein, je suis d'accord. Et donc le bouddhisme a aussi mis l'accent sur l'importance de la femme, en passant par la mère, la figure de la mère, puisque pour le bouddhisme, la vertu la plus importante, c'est la compassion. C'est un sentiment plus féminin, plus maternel que masculin. Les femmes, d'ailleurs, vont souvent, je crois que vous avez remarqué, être plus sensibles à la souffrance animale. D'ailleurs, à la tête des associations de protection des animaux, en général, c'est des femmes. J'ai parti en France, c'est jeune. Elle a été un peu controversée par certaines choses, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein, aux États-Unis, vous pouvez vérifier, vous allez voir, association de protection des animaux, c'est presque toujours des femmes. Hein, cette américaine qui a été assassinée, elle défendait les gorilles. Bon. Donc la femme est peut-être plus sensible à la vie, parce qu'elle donne la vie, il me semble. Ça ne veut pas dire que l'homme n'est pas sensible, mais il va être moins préoccupé peut-être par les valeurs de vie, et la vie animale notamment. Et pour les bouddhistes, c'est très important, puisque la vie animale est sacrée aussi. Et donc certains bouddhistes, japonais et vietnamiens notamment, attendent le Maitreya sous forme féminine. Le Maitreya, c'est le nouveau Bouddha qui doit venir sauver le monde. Parce qu'il y a un messianisme aussi bouddhiste, comme dans le messianisme chrétien, musulman, dans toutes les religions, il y a une forme de messianisme, on attend quelque chose, un événement. Certains bouddhistes donc attendent une femme de compassion, qui viendra sauver le monde par ses valeurs d'amour, de compassion, d'intégration aussi, c'est important. Et d'ailleurs, Tanizaki, qui est un bouddhiste, un écrivain japonais bouddhiste un peu libertin aussi, d'une certaine manière, enfin très moderne, un séducteur, voilà. L'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs, puisque tout à l'heure je parlais du tantrisme, terminé. Tanizaki, dans le journal d'un vieux fou, c'est un peu lui, il explique qu'il est amoureux fou de sa belle-fille, alors évidemment c'est pas possible, hein, qui est une danseuse d'opéra, c'est Satsuki. Ça tombe bien, elle divorce avec son propre fils, il est en conflit avec son fils, qui remarque qu'il a des vues un peu sur sa femme, il était fou. Bon.
En fait, c'est très japonais parce qu'il ne se passe rien, enfin, il ne se passe pas grand-chose. Bon, simplement, il va lui faire plein de cadeaux. Il lui offre une piscine, il lui offre un diamant qui vaut 3 millions, les 3 millions d'euros. Enfin, il la couvre de cadeaux, il est très riche, le monsieur. Il est marié, mais bon, sa femme, elle est assez discrète. Voilà, elle sait qu'il est amoureux fou de cette fille, et puis elle accepte qu'elle vienne habiter chez eux. Et simplement, elle lui autorise de l'embrasser au cou, au talon. C'est très japonais, hein, le fétichisme. Je ne rentre pas dans les détails. Bon, ensuite, le monsieur, il sait qu'il est, donc le vieux fou, il sait qu'il a un cancer du poumon, qu'il est condamné. Et sa dernière volonté, c'est là où c'est touchant, je trouve, sa dernière volonté, c'est que ses cendres, puisqu'il est bouddhiste, hein, donc voilà, il va passer par la crémation, il veut que ses cendres, que l'urne funéraire, soit déposée au pied d'une statue de sa déesse. Donc, elle joue le jeu. Elle aussi, elle a beaucoup de tact, cette fille. Elle est tout à fait admirable. Elle comprend qu'il est amoureux d'elle, que c'est pas possible. Donc, c'est une fille bien, quoi, on va dire. Et elle accepte de poser pour un sculpteur japonais, le plus cher, le plus connu de Tokyo, qui fait la statue. Entre-temps, le monsieur décède. Son testament est accompli. Il se retrouve au cimetière de Kyoto. Et il est très heureux, il dit, c'est sa dernière parole dans le livre, qu'il est très heureux de savoir qu'il va être enterré, enfin que ses cendres vont être déposées sous les pieds de la belle Satsuki, qui sera ce Bouddha de compassion, qui va l'aider à avoir une meilleure réincarnation, parce que l'amour est essentiel dans la vision bouddhiste de la réincarnation. Bon, histoire mignonne. Et je passe donc, mon dernier point, au tantrisme. Il y a différentes écoles dans le tantrisme. Le tantrisme, ça vient des tantras, ça veut dire le tissage. Le tantra, c'est le tissage. Ça veut dire aussi, c'est le nom de textes sacrés. Mais parlons plus précisément du tantrisme dit sexuel, qui passe par l'union, effectivement, entre l'homme et la femme pour atteindre le divin, pour atteindre la réalisation du couple originel, par exemple Shiva et sa Shakti, notamment Kali. Donc la femme, c'est la seule religion, à ma connaissance, où le clergé est féminin essentiellement. Il peut y avoir des hommes, on verra. C'est la femme qui est l'initiatrice de l'homme. L'homme, le disciple donc, qui va devenir tantrique. Il doit traverser toutes sortes d'épreuves spirituelles. Méditation, il doit être capable de montrer son contrôle, il doit même risquer sa vie. Enfin, il y a un très beau livre que je vous conseille, ça vous intéresse, c'est le livre de Daniel Audier, Tantra, tout simplement. Il raconte son histoire. C'est le fondateur du tantrisme sexuel en France. Alors, ne cherchez pas sur le net, vous n'allez pas trouver grand-chose, c'est confidentiel. C'est du bouche à oreille. Je sais qu'il y a un centre de yoga tantrique près de la gare du Nord. Mais ils ne font forcément pas trop de pub. Si vous allez sur le net, vous allez tomber très vite sur Scarlett Johansson. Et après, il faut payer assez vite pour avoir plus de renseignements. Parce qu'elle est une adepte du tantrisme sexuel. Et elle fait beaucoup pour cette cause, parce que c'est une religion qui est très persécutée en Inde, encore aujourd'hui, qui a toujours été très persécutée, très minoritaire, c'est difficile à trouver. Et donc, pour aller vite et pour dire l'essentiel quand même, vous pourriez revenir dans le débat si vous voulez, donc ce qui se passe, c'est que le candidat, en quelque sorte, le postulant, si on peut dire, le disciple donc, il passe par cette prêtresse qu'il doit aimer de tout son cœur, il doit passer beaucoup de temps sans même espérer pouvoir toucher cette femme, qui est la prêtresse, l'initiatrice. Et au moment où il est prêt, énormément de candidats d'ailleurs sont éliminés, c'est pas un jeu télévisé, non, mais beaucoup de candidats ne tiennent pas la route parce que leur motivation doit être très pure. Audier, lui, il avait tout perdu, il avait divorcé, il était très associé, il était très inverse, il cherchait la vérité, il cherchait la voie. Il a trouvé cette voie. Il raconte ça avec beaucoup de naturel, avec de l'humour, avec beaucoup de respect. C'est vraiment très beau, c'est très très bien écrit son livre. J'ai vraiment adoré son livre. Et à un moment donné, il y a la relation. Alors il doit dormir avec cette femme, cette prêtresse très belle en plus, mais sans qu'il ne se passe rien, sans la toucher. Il doit donc montrer qu'il se contrôle complètement, qu'il contrôle son désir, parce qu'il n'est pas un animal, c'est un être humain. C'est la conscience. À un moment donné, il y a une relation qui se fait. Elle est très belle, il la raconte dans les détails, c'est l'impression de devenir un dieu par participation. C'est-à-dire que tous les deux représentent la polarité des dieux, masculine et féminine, comme dans le yin et le yang. Donc c'est une extase divine. Et pourquoi la femme? Je terminerai là-dessus avant la partie débat. Pourquoi c'est la femme qui est l'initiatrice et pas l'homme? Il y a une raison, les tantriques le disent très bien, et elle me semble assez convaincante, il me semble, on va discuter. La femme est, vous l'aurez remarqué, différente de l'homme, elle est plus
intégrative. Elle est plus, même dans son érotique, dans sa sexualité, c'est pas, voilà, pour l'homme c'est très localisé. Hein. Dans le sexe, pour la femme c'est beaucoup plus diffus, c'est plus long aussi. Donc il y a plein de facteurs qui font que la femme est, à mon avis, plus préparée, si on peut dire, par les dieux ou par Dieu, j'en sais rien, hein, par le Tao, qu'importe, hein, par les transcendances, en tout cas, je crois dans la transcendance. Elle est plus préparée peut-être pour être initiatrice pour ce genre d'activité. Évidemment, après c'est un choix, hein, c'est d'autres voies. Il y a plein de voies qui mènent au divin. C'est une voie particulière, minoritaire, mais c'est un peu dans le sujet, parce que souvent les femmes qui ont voulu, comme d'ailleurs cette Française persécutée, manifeste de la femme futuriste, hein, c'est Valentine de Saint-Ouen. D'ailleurs, à la fin de sa vie, elle est devenue soufie, hein, c'est le soufisme. C'est assez intéressant, elle est passée par la libération sexuelle et elle a terminé dans le mysticisme musulman, le soufisme. Tout un parcours, elle a défendu d'ailleurs le nationalisme arabe contre les occidentaux. Et donc c'est un peu, malheureusement, c'est presque évident qu'elle a été un petit peu en disgrâce. On trouve que ce petit livre, hein, qui s'appelle Manifeste de la femme futuriste, Valentine de Saint-Ouen. Et elle dit dans ce livre une chose assez juste, elle dit que malheureusement, on lui reproche d'être trop dans l'érotisme, justement, d'avoir écrit un livre sur l'érotisme. Elle dit que c'était le seul moyen à ce moment-là pour la femme de se libérer, de passer par sa sexualité différente. Malheureusement, hein, beaucoup de femmes ont essayé d'autres voies, elles étaient obligées de passer par cette voie-là. Donc ça a justifié finalement le rejet des hommes en disant, ben, vous voyez, c'est des femmes légères, etc. Bon. Alors que c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus profond que ça, il me semble. C'est parce qu'il y a quelque chose de très spécifique à ce niveau-là, que, à mon avis, le tantrisme a très bien exploité. Alors après, évidemment, c'est tellement minoritaire, c'est assez particulier. Bon, c'est intéressant, on en parle beaucoup, mais finalement, beaucoup de sites qui parlent du tantrisme, mais la pratique reste confidentielle, forcément. C'est réservé donc à des personnes très sérieuses qui ont vraiment un chemin de spiritualité très particulière. Tout passe d'abord par le spirituel, puisque c'est une religion, c'est une véritable religion qui est reconnue d'ailleurs par l'UNESCO, hein, comme des grandes religions du monde, mais très minoritaire. Donc pour conclure mon exposé, pour laisser la parole, je dirais que la femme a un génie particulier, a une valeur particulière, et je trouve que l'erreur de nombreuses féministes, je terminerai là-dessus, que d'ailleurs William a aussi bien montré, c'est de vouloir que la femme soit comme l'homme, que la femme soit un deuxième homme. Déjà le titre de Simone de Beauvoir est une erreur, à mon avis. Je lis pas mal Simone de Beauvoir, il fallait peut-être une féministe un peu musclée à l'époque, parce qu'il y avait tellement d'inégalités, mais du coup elle a été trop musclée, si je puis dire. Bon. Et le deuxième sexe, c'est un mauvais titre. Bon, c'est un bon titre, c'est un peu ironique, il y a une ironie. Mais il n'y a pas de deuxième sexe. Il y a deux sexes différents, complémentaires. Il n'y a pas de premier ni de deuxième. Il ne faut pas se mettre dans une relation de compétition entre hommes et femmes. Le féminisme qui a échoué, c'est ce féminisme de la compétition, qui à mon avis n'est pas le bon. C'est ce qu'on appelle le féminisme radical, qui est un peu à la mode aussi en ce moment, avec notamment les fémènes. Bon, je pense que voilà, ils se trompent de méthode, quoi. C'est pas en voilà, blasphémant dans les églises et tout ça qu'on va arranger les choses, à mon avis. Bon, je comprends qu'il y ait un ras-le-bol des femmes et qu'elles aillent à quelque chose un peu d'extrême. Vous avez même un homme pourtant qui a créé un site qui va traquer toutes les blagues sexistes sur le net. Je crois que c'est plus grave que ça et plus important que ça. Je ne cautionne pas les blagues sexistes sur le net, bien entendu, mais je pense que si on va traquer effectivement le bof qui s'amuse à raconter des blagues sur les bons, etc., franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Voilà. Et j'avais vu le reportage de cet homme et j'ai trouvé quelque part s'il y a quelque chose qui n'allait pas. Ça sonnait faux un petit peu. Et dans un combat, je ne dis pas qu'il faut le cautionner, mais de traquer. Bientôt, vous allez faire plus de prison si vous avez fait une blague de mauvais goût que si vous avez vraiment tué quelqu'un. En France, c'est un peu la tendance, d'ailleurs, c'est une petite parenthèse. Vos paroles vont être plus graves que vos actes, quoi. Ça va être plus grave de dire quelque chose sur quelqu'un que de le frapper bientôt, si la justice continue dans ce délire, si on peut lâcher. Et donc, le féminisme que je soutiens, d'ailleurs on pourrait presque plus parler de féminisme-humanisme, c'est le féminisme libéral. On appelle libéral, c'est pas le féminisme capitaliste, libéral pas dans ce sens-là, libéral dans le sens de la femme qui veut simplement plus de liberté, plus de droits. Féminisme qui a commencé dans des pays comme la Scandinavie, la Suède, la Nouvelle-Zélande, qui est un pays qui a donné le droit aux femmes, parce que justement il y avait une culture locale qui s'y prêtait bien. La culture maori est une culture qui a toujours laissé la même liberté aux femmes qu'aux hommes, comme les cultures océaniennes, on a beaucoup appris des pays du Pacifique Sud à ce niveau-là, et des pays de l'Arctique, c'est-à-dire des pays nordiques, les extrêmes qui se rejoignent.
dans la libération de la femme, qui ont été les premiers. Les Vikings ont été les premiers à libérer les femmes, parce qu'ils ont vu, en partant dans le sud, nous envahir, ils ont vu que les femmes étaient tout à fait capables de gérer la société, au moins aussi bien que les hommes, voire peut-être mieux. Parce que moins guerrières, donc passaient moins leur temps à se perdre leur énergie, à se battre. Et donc rester plus efficace sur le plan économique et sociétal, et éducatif bien sûr. Voilà, mais nous avons assez parlé pour l'instant, donc je vous donne la parole pour les questions. On répondra si on ne sent pas répondre, que ce soit William ou oui. Oui, alors, Gilles. William a terminé son intervention par « Ne me libère pas, je m'en charge ». Et tu as terminé ton intervention sur la non-compétitivité des sexes. Je tiens à apporter l'information que dans les mouvements féministes des années 75, la femme et l'avenir de l'homme était un postulat complètement antiféministe. D'ailleurs, c'est la chanson, la phrase de l'avenir de l'homme. Le texte d'Aragon et l'avenir de l'homme et la femme. Oui, c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, dans les milieux que je fréquentais avant de m'en faire virer, de ces milieux antiféministes, radicaux, mais qui portaient une large part, enfin c'était des gauchistes, mais qui portaient une large part de l'expression internationale aux États-Unis, au Maghreb et en Europe, c'était de dire que c'est antiféministe au sens où il n'y a aucune altérité dans cette phrase. Pas d'altérité. Au sens où il ne développe pas comment être humain, comment être un être humain et être semblable. Le mouvement féministe prône la différenciation, l'égalité un homme et une femme, mais n'arrive pas à la contradiction entre l'égalité et la différence. Vous comprenez ? Il n'arrive pas à résoudre ce problème de l'égalité et la différence. Je me suis entendu dire à propos de cette phrase, et j'ai ressorti les paquets de compte rendu que j'avais sur mon ordinateur, c'est l'acte de 75, ça relève d'une idéologie viriliste, de la théorie des genres et du genre masculin. À l'époque, la théorie des genres n'était pas véhiculée par le milieu conservateur, etc. L'étude des genres, c'était simplement de savoir socialement ce qu'était une femme et socialement ce qu'était un homme, hors le sexe. C'est-à-dire pourquoi les petites filles aiment le rose, pourquoi les petits garçons aiment le bleu, et pourquoi est-il étonnant de trouver un homme sage-femme, et pourquoi est-il étonnant de trouver une femme au marteau-piqueur. Voilà, c'était un peu ça, quoi. Et donc, il y a une contradiction effective qui n'est pas présentée dans cette phrase, qui est un postulat réellement féministe. Il est pour le moins curieux de partir de cette phrase pour développer la liberté. C'est une idéologie viriliste, m'a-t-on dit, c'est la tyrannie du genre. Et à la question dernière que j'ai posée avant de me faire virer de ces réunions, mais qu'est-ce que le féminisme? Et on m'a répondu fort justement, le féminisme est l'avenir de l'homme. Voilà ce que je veux dire. Alors ça n'aberre pas du tout votre discours, ni de l'un, ni de l'autre, sur la libération, mais je voulais souligner combien a été curieux de passer de l'avenir de l'homme et la femme à la libération qui porte en soi la pierre d'achoppement de cette phrase complètement univoque, et d'autre part que le problème n'était pas résolu, mais qu'il était question quand même de se dire que cette phrase avait été perçue comme non libératoire, au contraire comme un enfermement, ne réduisant pas la contradiction entre l'égalité et la différence. Et c'était porté par beaucoup de gens. Et à mon avis, cette intransigeance sur cette phrase a mené le féminisme radical au carton et a sombré corps et bien. Mais je voulais le signaler parce que ça a été une part de réflexion importante dans ma vie militante d'une part, dans ma vie socio-professionnelle militante d'une part, et d'autre part, ça m'a amené à considérer, quand on a été viré des commissions féministes, à considérer
la meilleure solution, comme dirait Google, et qu'il n'y en a aucune. C'est vrai. Alors, je précise effectivement que la phrase d'Aragon, on n'en a pas trop parlé ni l'autre. C'est juste un prétexte. Voilà, c'est la phrase, Oui, c'est une phrase, ça a été voté. C'est Voilà. pour ça que ce prologue est sans importance. Voilà. Mais c'est bien de le rappeler, effectivement, le contexte. Et moi, je préfère la version, effectivement, en chanson de Ferrat, à la limite. D'ailleurs, le mot la femme et la mort, c'est Ferrat. Donc, Aragon, tu as bien fait de le rappeler. C'était dans le sens. de l'homme et la femme. Ouais, c'est pas pareil. Mais voilà, c'est juste un point de départ poétique. Bon, Oui. Métaphore, effectivement, pour parler de l'avènement des valeurs féminines, comme disait Thierry Ségala, demain est féminin, un grand slogan publicitaire destiné aux contre-âge. Voilà. Demain sera féminin, on aurait pu prendre ça, on aurait pu prendre Ségala. Et puis, ça dépend si on voit l'homme au sens de l'homme en tant que sexe ou de l'homme en tant qu'humanité aussi. Mais voilà, en tant qu'être humain, en tant qu'humanité aussi. Moi, je le vois pas du tout comme ça. Par exemple, moi quand j'entends la femme et l'avenir de l'homme, je pense de l'humanité en général, en fait. Et après, c'est pas complètement faux, puisque la femme reste quand même encore aujourd'hui la matrice. On peut pas cracher sur cet état de fait. On a encore besoin des femmes pour continuer à transmettre la vie. Donc, en soi, on ne peut pas dire non, puisque la femme est l'avenir de l'homme, forcément, de par ce fait-là. Après, moi, il y a des choses qui m'ont intéressée dans ce que vous avez dit, mais notamment le côté même, je vais être encore plus provoque, peut-être aller en disant la femme est persécutée, est-ce que finalement c'est pas le faible en général qui est persécuté? Est-ce que c'est pas celui qui est faible, avec la majorité qui se lie pour rester solide? En fait, ça peut être la femme, ça peut être l'étranger, ça peut être voilà, les enfants, ça peut être une sexualité différente, une religion différente, quelque chose où on est plus faible, on est plus minoritaire, et du coup les gens se liguent, ils se trouvent quelque chose en commun, que le fait d'être un homme, comme ça peut être d'être pour rester plus dominant en fait, justement. Pour moi d'ailleurs, justement, le discours pour libérer la femme, c'est de sortir de ce statut de victime. Et à chaque fois, plus on lui rappelle qu'elle est victime, plutôt on lui rappelle qu'elle n'a pas de force. Et c'est là en fait le réel, on dit le combat, même si je n'aime pas ce mot, c'est que si on souhaite que la femme se libère, c'est d'abord lui rappeler sa responsabilité. Rappeler la responsabilité, c'est lui donner la force, c'est lui rappeler quelles sont ses forces pour pouvoir aller plus loin. La difficulté, c'est qu'à chaque fois on parle de libérer les femmes, alors que c'est à elles de choisir la liberté. Le fait de lui dire « je te libère », est un discours de soumission. Donc c'est contradictoire, mais c'est exactement, je lui rappelle que de toute façon, tu ne pourras pas le faire par toi-même, il va falloir que je vienne le faire pour toi. Donc au final, tu resteras toujours pas libre. Donc effectivement, la notion de responsabilité est très importante. Et là où elle rejoint en tout cas la conscience de l'être humain, et quelque chose qui est, voilà, c'est là où je parle d'humanisme et non pas de féminisme et machisme, j'allais dire. Ce n'est pas un problème entre l'homme et la femme, si ce n'est un problème de pouvoir et de manque de conscience. L'homme est d'abord, comme je viens de l'expliquer par le taoïsme, donc il y a une énergie masculine en moi, comme il y a une énergie féminine dans l'homme. Donc, au final, ce qui est à l'extérieur est à l'image de ce qui est à l'intérieur de moi. Et c'est ça le problème, c'est que si on voit cette guerre entre l'homme et la femme, c'est parce qu'il y a un problème entre mes énergies intérieures, entre le féminin intérieur et le masculin intérieur. C'est que j'arrive pas à comprendre quand est-ce que je peux utiliser le yin et le yang. J'ai honte de dire que je suis passive, alors qu'il faut revendiquer toujours la force et dire que je suis active. Alors que ce n'est pas, le mal et le bien n'existent pas en soi, c'est les choses qui ne sont pas dans leur place. C'est-à-dire cette force, est-ce que je l'utilise à sa place? Il faut par moment être passive et par moment il faut être active. Et je dois comprendre c'est quel moment où je dois l'être. Et une fois j'ai assumé
tout ça en moi, j'assume mon masculin intérieur, féminin intérieur, et du coup, le combat et l'homme n'existe plus. Et pour en revenir au yin et au yang, moi je sais que c'est pas quelque chose que je maîtrise du tout. Et ce que j'ai trouvé surprenant, c'est de dire il y a des gens qui ont plus de yang ou plus de yin. Alors pour moi, il y a des contextes dans lesquels on va faire appel plus à l'un ou plus à l'autre. J'ai pas l'impression qu'on est constant même dans sa manière d'être en fait. En fait, c'est vrai, le plus de yin et yang, c'est surtout sur le plan anatomique physique. Hein. Ouais. Voilà. Par contre, sur le plan moral, psychologique, ça change. Hein. On va sur le plan devenir physique, combatif parce c'est- qu'il faut être combatif. Enfin, Ça, c'est subtil, hein. ouais, C'est une question de yin et yang. Voilà. sur la durée, peut-être un équilibre. Ça peut être ça. Le yin peut se transformer en yang, le yang en yin. Hein. Il y a beaucoup de mouvements, tout est dans le mouvement. Moi, j'aime bien cette notion d'énergie intérieure et de contrôle. Parce que, je veux dire, c'est sa propre relation à soi-même qu'il faut intégrer et faire savoir à quel moment mesurer sa force et la retenir pour pouvoir mieux l'utiliser. Et tout ce travail-là, cette positivité-là qui m'intéresse. C'est aussi cette notion d'équilibre, tu vois, dans la retenue, de ne pas être loin, de respecter les limites, de mélanger les choses toujours, d'être dans le juste milieu. Il faut ni, par exemple, les taoïstes diront il faut ni être trop dans le désir, trop dans la sexualité, ni pas assez non plus dans la frustration, etc. Toujours un équilibre. C'est des périodes de l'année où on va être plus exigeant, d'autres moins, etc. Tout est une question d'équilibre, de mélange subtil. Alors il y a des bouquins extraordinaires là-dessus, mais bon, c'est tout un art de vivre. Alors, oui. Je vais en recoller une couche là, sur le yin et le yang, là. Parce que justement, la pensée orientale est assez pesante en Occident, parce qu'on la voit un peu comme une totalité ou comme une espèce de vérité, un peu pas absolue, mais assez impressionnante, comme un système parfait. Alors qu'en fait, elle est aussi limitée que la pensée occidentale et elle est remplie de failles et de contradictions aussi violemment que dans la pensée occidentale. Et ce beau système, en fait, a d'énormes limites. Hein, et les limites, on l'a vu dans l'histoire de la pensée en Asie, il y a eu le confucianisme, il y a eu le néo-confucianisme, il y a un nouveau confucianisme aujourd'hui. On n'arrête pas de remettre en question ce schéma et autres. Et la pensée occidentale, elle aussi, a buté sur l'idée de l'esprit et de la matière un peu de la même façon d'ailleurs. Mais je pense que ce qui est important, c'est le fait qu'avant d'être des hommes ou des femmes, on est des êtres humains. Et je crois que c'est ce capital commun quand même. On est des êtres de sentiments, de volonté, d'intelligence. On aura des degrés divers, mais pas par rapport parce qu'on est homme ou femme. Hein. Voilà, nos capacités ne sont pas liées à ça. Et le yin et le yang, comme l'a bien rappelé Jean-Luc, c'est vraiment quelque chose de physiologique au départ. Si on peut aller par là, le fait d'être femme ou homme, en effet, c'est un aspect physiologique. Mais alors ça crée certainement un affect dans le comportement ou des choses comme ça. Mais fondamentalement, il faut qu'on dépasse cette idée du yin et du yang comme une sorte de chose en soi. Ce n'est pas du tout une chose en soi. C'est une qualité que justement l'homme et la femme ont en égal quelque part. Je veux dire, il y a des formes d'esprit yin, il y a des hommes qui sont passifs ou qui sont moins plus doux, etc. Il y a des formes de yang dans le caractère chez l'homme ou la femme. Donc ça, il faut vraiment repenser les choses et arrêter d'être dans des schémas trop fondamentaux comme ça, parce que c'est ça qui crée les clashs, quoi, finalement. Dans le confucianisme, il y a confus. Il y a confus, voilà, exactement. Donc on est facilement impressionné par cette pensée un peu totalisante. Mais en fait, ils cherchent aussi une réponse dans leur philosophie qu'ils n'ont pas trouvée, parce que justement, ils ont achoppé sur cette question-là de l'esprit et du corps, d'être être humain avant d'être homme et femme. Alors leur système a une certaine grandeur, mais bon, c'est comme la pensée d'Aristote, hein, il faut aller un peu au-delà, quoi. Tout en le respectant quand même, hein, faut pas... Alors, oui, d'autres réactions.
Moi, je trouve qu'il faut assumer les contradictions en fait, qu'on a. Mais en même temps, je suis complètement d'accord. Je trouve qu'il faudrait dépasser complètement ce côté homme-femme. C'est juste être des êtres humains, avec chacun en plus ses spécificités et tout. Des données physiologiques qu'on va pas nier en fait. On est forcément influencé par ces données physiologiques. Après, je suis d'accord sur l'intention. Dans la réalité des choses, je comprends qu'il y ait des mouvements féministes parce que quelque part, il y a une cause commune et que finalement, on va aller chercher les alliés les plus naturels autour de soi pour réussir en fait à dépasser le tout. Et là où je suis d'accord, c'est que aussi, c'est sur le fait que peut-être les armes qui ont été utilisées par les féministes à un moment donné, pour moi, n'étaient pas les bonnes dans la mesure où elles se sont appropriées justement des qualités ou des caractéristiques masculines. Donc c'était complètement contradictoire en fait pour réussir en fait à s'imposer, elles se sont transformées en des hommes clonés en fait. Et pour moi on ne peut pas en fait réussir à gagner quelque chose en adoptant ce qu'on n'aime pas, ce qu'on n'apprécie pas chez l'autre en fait. Enfin, voilà. D'ailleurs, pour aller dans ton sens, je constate quand même que en tout cas dans les sociétés nordiques, occidentales, beaucoup d'hommes se féminisent d'une certaine manière, dans le sens du terme d'ailleurs, en s'occupant plus des enfants, dans les nordiques encore, exemplaires à ce niveau-là, il y a de plus en plus d'hommes qui prennent des congés parentaux, qui s'occupent des enfants, quand les femmes travaillent, quand elles ont une situation professionnelle meilleure, ou qu'elles s'y tiennent plus que l'homme. Ça se fait très naturellement dans ces pays-là. Ça fait déjà depuis longtemps qu'il y a une certaine pratique de l'égalité qui fait que ça devient complètement naturel et que ça n'enlève rien à la féminité des femmes ni à la masculinité, la vérité des hommes. Hein. Le viking, enfin le nordique reste un homme assez viril et la femme nordique est très féminine. Ces pays. Voilà, il y a toujours, on avait à un moment donné dans les années 70 le fantasme de la belle suédoise. La belle suédoise, oui. Avec Non, mais justement, elles sont très féminines aussi. Donc c'est l'argument de certains machistes de dire ah bah si la femme est égale à l'homme, elle va perdre sa société. C'est pas du tout, c'est complètement faux. Alors c'est vrai qu'il y a eu dans certains pays, notamment aux États-Unis, il y a eu un féminisme assez, on va dire, agressif d'une certaine manière, qui fait que bon, il y a eu des tendances un peu de virilisation des femmes. À un moment donné en France aussi, hein, avec son pouvoir. Comme les femelles qui, quelque part, sont quand même très contradictoires, parce qu'en même temps, elles sont dans le combat et en même temps, elles se foutent à poil pour montrer qu'elles ne sont pas comme des hommes. Enfin, pour moi, c'est une femme, c'est quelque chose qui suis plutôt féministe, mais modérée dans la manière de faire, c'est une agression. Enfin, elles sont dirigées par un homme, en plus, faut savoir. Voilà, ça je savais pas, c'est le scoop. Il y a eu un reportage sur France 5, très clair. C'est un homme qui a la tête et tout ça. Je savais pas ça. Encore une fois, le corps de la femme et le terrain de combat. Elles ne sont pas libres. Elles ne sont pas libres. Ouais, et quand on parlait de libérer les femmes, moi je dirais plutôt qu'il faut rappeler aux femmes qu'elles ont un libre arbitre en fait. Il faut rappeler à tout le monde qu'il a un libre arbitre et aux femmes. C'est l'éducation, ça passe par L'éducation, c'est la femme qui la donne en général. C'est à la femme, effectivement, d'éduquer son enfant. Exactement. Oui, c'est moi, mais